Ricatan. Cet épisode ne sera pas tout à fait comme les autres, car pour une fois, cet épisode vous parlera vraiment de mon cerveau à moi. Oui, du mien. Depuis un peu plus d'une semaine, le pays dans lequel je réside fait face à une guerre qui déborde sur tout le Moyen-Orient. Tous les jours, toute la journée, des missiles et des drones sont tirés de tous les côtés. Constamment, des messages d'alerte nous sont envoyés pour nous prévenir de l'attaque. Due to the current situation, potential missile threats, immediately seek a safe place in the closest secure building. Steer away from windows, doors, and open areas. Await further instructions. Puis des bruits sourds, presque comme un orage, résonnent. L'espace aérien est restreint et très peu d'avions peuvent circuler. Le ciel, qui représentait l'infini, me paraît désormais comme un plafond bleu dont je ne peux m'échapper. Le monde autour de moi a changé et la façon dont mon cerveau y vit a changé avec lui. Une lumière un peu trop forte qui traverse la fenêtre, un grondement plus proche, un son que je n'identifie pas immédiatement et mon attention s'arrête net. Mon corps se met aux aguets. Pensées brouillées, fatigue inexpliquée, perspective floue, créativité figée. Je me retrouve finalement là, à contempler, étape par étape, ce qui se passe dans un cerveau qui traverse une situation de crise. Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Depuis le début de cette guerre, mon cerveau n'observe pas le monde de la même façon. Il ne guette plus qu'une seule chose, le danger. Oui, car lorsqu'un cerveau perçoit une menace, même lointaine, même incertaine, il ne calcule plus la probabilité d'un événement de manière rationnelle. Il ne s'appuie plus sur sa connaissance du monde pour distinguer facilement une menace aérienne d'un simple oiseau. Non, il switch en mode radar et active immédiatement un ensemble de mécanismes conçus pour une seule chose, nous maintenir en vie. Mon cerveau passe donc son temps à scanner l'environnement. C'est un réflexe ancien, très ancien même, un réflexe qui s'est façonné au fil de l'évolution pour nous permettre de survivre dans des environnements parfois hostiles, pour nous permettre de fuir à temps. Au cœur de ce système se trouve une petite structure en forme d'amande dont je vous ai souvent parlé, l'amygdale. Son rôle est simple, détecter les signaux de menace. Elle agit comme une sorte de radar constamment à l'affût du moindre indice indiquant que quelque chose pourrait ne pas être normal. Et lorsque l'amygdale pense avoir repéré un danger, elle ne perd pas de temps. Elle envoie immédiatement un signal d'alerte à une autre structure clé du cerveau, l'hypothalamus, qui active à son tour le système nerveux sympathique et déclenche la libération d'hormones de stress telles que l'adrénaline. Grâce à ce processus, en quelques secondes seulement, tout le corps change d'état. Le cœur s'accélère, la respiration devient plus rapide, les muscles se contractent davantage, les pupilles se dilatent et surtout, l'attention se resserre. Scanner l'environnement, affûter l'attention, accélérer le cœur, tous ces mécanismes servent en réalité une seule cause, faire basculer le cerveau en mode alerte. Le cerveau entre alors dans un état d'hypervigilance où chaque stimulus devient potentiellement important. Chaque mouvement, chaque lumière, chaque son mérite d'être analysé. Et dans ces moments-là, ce n'est pas seulement ce que l'on perçoit qui compte, c'est la manière dont le cerveau l'interprète qui change. Hier encore, les bruits avaient un sens. Un camion qui passe, une porte qui claque, un meuble que l'on déplace, et mes voisins semblent avoir trouvé un nouvel hobby. Tous ces sons étaient rapidement identifiés et filtrés par mon cerveau. Ils finissaient par être relégués en arrière-plan comme un simple bruit blanc. Mais aujourd'hui, chaque son devient une question. Est-ce loin? Est-ce proche? Dois-je m'inquiéter? Dois-je réagir? C'est pourquoi parfois, face à un son soudain, une vibration inattendue, une lumière inhabituelle, le cerveau déclenche un réflexe de sursaut, un mécanisme extrêmement rapide qui prépare le corps à réagir avant même que l'on ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. Et désormais, pour mon cerveau qui ne vit plus tout à fait dans le même monde qu'hier, c'est devenu constant. Qu'il s'agisse d'une guerre, d'une pandémie, d'un séisme ou d'une catastrophe climatique, quand l'environnement n'est plus sûr, notre système d'alarme biologique se met en place. Car pour le cerveau, l'incertitude est un problème majeur. Plusieurs travaux en neurosciences et en psychologie ont déjà montré que l'incertitude peut parfois être même plus stressante que le danger lui-même.
Oui, car un danger identifié peut être anticipé. Le cerveau peut se préparer, planifier, ajuster son comportement. Mais un danger imprévisible oblige le cerveau à rester en alerte permanente. Et justement, c'est ce qui se produit dans une crise comme une guerre. Le cerveau ne sait pas quand quelque chose va arriver, mais il sait que quelque chose peut arriver. Alors il reste prêt, tout le temps. Et lorsque cet état d'alerte se prolonge, le cerveau ne se contente plus de surveiller le danger. Il commence aussi à modifier profondément sa manière de fonctionner. À l'heure où je vous enregistre cet épisode, à peine une semaine s'est écoulée depuis le début du conflit. Mais pourtant, j'ai cette tenace impression que déjà 3 semaines m'ont échappé. C'est fou car je vous en parlais justement dans l'épisode 15 de Neurika, où je vous expliquais comment la perception du temps était fondamentalement liée à ce qui s'y passait. Comment, lorsqu'on se sent en danger ou qu'on scrute et analyse notre environnement, le temps paraît s'allonger tant on relève et enregistre des quantités importantes d'informations. Eh bien voilà, on y est. Dans ces derniers jours, j'ai passé tellement de temps à fixer mon attention sur des détails de l'environnement, à absorber des informations et notamment d'actualité, que mon cerveau a l'impression d'avoir vécu cette période sur une durée bien plus longue qu'elle ne l'est vraiment. Surtout que pendant ce temps, le cerveau active un système biologique profond, l'axe HPA, qui relie l'hypothalamus aux glandes surrénales en passant par la glande pituitaire, appelée aussi hypophyse, ce qui permet de maintenir l'organisme dans un état de mobilisation prolongé. Parce que l'hypothalamus envoie des signaux hormonaux qui conduisent à la libération d'une autre hormone du stress que vous connaissez, le cortisol, qui vient complémenter l'action de l'adrénaline. En fait, l'adrénaline agit rapidement, le cortisol agit longtemps. L'adrénaline prépare le corps à agir, le cortisol maintient l'organisme prêt à réagir. Mais cette mobilisation a bien sûr un coût cognitif, car pour fonctionner efficacement, en situation de danger, le cerveau doit faire des choix et finit par prioriser telle fonction aux dépens d'une autre, car comme vous le savez, le cerveau fonctionne sur un principe d'économie d'énergie. Et bien sûr, son premier sacrifice concernera souvent le cortex préfrontal qu'il met entre parenthèses. C'est la région du cerveau qui nous permet normalement de planifier, de réfléchir de manière complexe, de résoudre des problèmes abstraits, de créer, imaginer l'avenir. Mais lorsque la menace devient prioritaire, toute cette fonctionnalité passe temporairement au second plan. Le cerveau privilégie la rapidité à la complexité. Réagir devient plus important que réfléchir longtemps, car littéralement plus vital. C'est pourquoi, dans une situation de danger, on ressent cette sensation de brouillard mental qui nous empêche de s'impliquer profondément dans une tâche qui n'est pas déjà bien automatisée. Une impression que penser demande plus d'efforts que d'habitude, justement parce que notre cerveau tourne avec moins de ressources disponibles. Et avec ça, bien souvent la procrastination. Ouais, je me retrouve à procrastiner pour écrire mon propre podcast alors que c'est quelque chose qui me passionne. Simplement parce que mon cortex préfrontal est affairé à s'occuper d'autre chose, la menace de la guerre, qu'il juge prioritaire et que je sais d'emblée qu'organiser mes pensées et structurer mon script va me demander une énergie cognitive que je n'ai pas vraiment à disposition. Et cela affecte aussi bien l'organisation des pensées que la créativité que la projection. Une neuropsychologue qui souffre de surcharge cognitive. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas? Ce brouillard cognitif est une expérience que beaucoup de personnes avaient d'ailleurs décrite pendant la pandémie du Covid-19. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vous-même vécu, puisqu'en fait, c'est un phénomène qui apparaît dans beaucoup de situations de crise prolongée, comme un harcèlement moral au travail ou une séparation difficile. Lorsque le cerveau est mobilisé en permanence pour surveiller une forme de danger, il lui reste tout simplement moins d'énergie pour d'autres fonctions. Il passe alors en mode survie. À partir de ce moment-là, il ne cherche plus à explorer, à créer, à produire. Il cherche avant tout à sécuriser. Il privilégie alors les solutions connues, automatiques, les réactions rapides et favorise les comportements qui minimisent le risque de perdre de vue le problème. Avec tout ce chaos autour de moi, bonjour la mise en suspens des projets, la procrastination et la chute de la motivation. Parce qu'un cerveau qui se sent menacé ne pense plus vraiment à construire l'avenir, il pense d'abord à traverser le présent. Dans des moments comme celui-là, beaucoup de choses qui semblaient importantes quelques jours auparavant perdent soudain leur urgence. Finaliser un projet, planifier un voyage, imaginer les mois à venir, paraissent tellement secondaires. Et ce n'est pas parce que ces projets n'ont plus de valeur, c'est juste que le cerveau a réorganisé ses priorités. Parce qu'en réalité, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, le cerveau mobilise plusieurs régions importantes, dont l'hippocampe. Cette région joue bien sûr un rôle essentiel dans la mémoire,
On en avait parlé dans l'épisode 9 de Neureka, mais aussi dans notre capacité à imaginer ce qui n'existe pas encore, les projets, les scénarios futurs, les plans à long terme. Or, lorsque le système de stress reste activé longtemps, cette capacité de projection va se réduire. Le cerveau resserre son horizon et il se concentre davantage sur l'immédiat. C'est vrai quoi, l'avenir. Quel avenir? Je ne sais même pas de quoi cette nuit sera faite. Et puis, le mois prochain me paraît être dans une éternité. Mon cerveau préfère se concentrer sur le maintenant, aujourd'hui, ce soir, à la prochaine mise à jour de la page X du gouvernement. Oui, parce que surveiller de façon quasi compulsive les news est devenu banal. Chaque nouvelle information peut donner l'impression d'obtenir une pièce de plus du puzzle, de comprendre ce qui se passe. Guetter ces signaux, c'est inconsciemment tenter de rationaliser une situation peu rationnelle. C'est se donner l'impression de reprendre un peu le contrôle sur une situation hors de contrôle. Ça devient rapidement une boucle puisque l'obtention d'informations active bien sûr les circuits de la récompense qui libéreront le petit pic de dopamine dès lors qu'il y a une sorte de satisfaction éprouvée. Alors que paradoxalement, cette recherche permanente d'infos est finalement entre autres ce qui contribue à maintenir le cerveau dans l'état d'alerte qu'il essaye précisément de calmer. Je le sais, mais je le fais quand même, les yeux rivés sur les canaux d'infos avec la profonde satisfaction qu'au moins je sais vraiment ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, avec tout ça, le système commence à fatalement s'épuiser, car tout cela mobilise bien sûr des ressources mentales importantes. Rester en alerte permanente demande énormément d'énergie au cerveau et finit par engendrer une fatigue cognitive. Je ne crois pas m'être couché aussitôt depuis au moins une décennie, parce que progressivement, la crise n'est pas seulement un événement extérieur, elle devient carrément un état intérieur. Un cerveau qui surveille, un cerveau qui anticipe, qui essaie tout le temps de rester prêt, et ce, au détriment de l'énergie. Mais, heureusement, notre cerveau possède aussi des mécanismes capables de ramener progressivement à l'équilibre. Dans une situation comme celle-ci, il y a des choses que le cerveau doit apprendre à faire, tenir. Tenir dans l'incertitude, tenir dans l'attente, tenir quand l'environnement autour de lui devient imprévisible. C'est ça la résilience. En psychologie, la résilience est décrite comme la capacité à surmonter les chocs traumatiques. En neurosciences, elle renvoie plutôt à la capacité du cerveau à retrouver progressivement un équilibre après avoir été exposé à un stress. Et cette capacité, heureusement, nous la possédons tous. Dans ce moment-là, ce qui aide le cerveau à tenir, ce n'est pas seulement la fuite du danger, c'est aussi la capacité à recréer, même au milieu du chaos, une forme de stabilité. Pour sortir du mode de survie, le cerveau a besoin de signes de sécurité, et c'est précisément ce qu'il faut chercher à retrouver. Des routines, des moments où on se déconnecte volontairement, des news et de l'alerte permanente, et surtout des liens sociaux. Certains l'auront peut-être remarqué, je suis un peu plus présente en ligne ces temps-ci, car oui, parler avec un proche, s'activer, respirer, s'ancrer dans le présent sont des petites choses permettant d'activer d'autres circuits neuronaux qui ralentissent le système d'alerte et réintroduisent progressivement un peu plus de calme dans le système nerveux. Surtout que dans mon cas, il y a cette distance en tant qu'ultramarine, où vivre loin de son territoire d'origine donne la sensation que notre refuge est encore plus lointain, presque inaccessible. Mais paradoxalement, cette distance me rappelle aussi que mes origines me confèrent peut-être un petit avantage grâce à cette résilience transmise de génération en génération. Je pense à nos territoires régulièrement frappés par des catastrophes naturelles, des inondations, des cyclones, des séismes. Je pense aussi à ces personnes qui vivent des crises bien plus longues, bien plus destructrices, aux populations confrontées au génocide, aux invasions, où l'incertitude peut durer des mois, voire des années. Et je me souviens que les êtres humains ont une capacité d'adaptation remarquable et que le cerveau possède une capacité extraordinaire à s'ajuster. Il peut traverser des périodes de tension intense et malgré tout, continuer à apprendre et à produire. Alors si vous traversez aussi une période de crise, quelle qu'elle soit, souvenez-vous que si votre système cognitif semble perturbé, votre cerveau, lui, n'est pas en train de dysfonctionner. Il est juste en train d'essayer de vous protéger. Et avec le temps et le soutien approprié, il pourra réapprendre à sortir du mode alerte. Parce que même dans les environnements les plus incertains, notre cerveau reste capable d'une chose essentielle, retrouver un chemin vers l'équilibre. Alors, souhaitez-moi bonne route vers le mien. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres.
Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,